La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je vais de cette lettre inviter Monseigneur, le premier vice-président de l'Église du Christ au Congo, pour la prière d'ouverture. Levons-nous s'il vous plaît pour la prière. Seigneur, Dieu notre Père, nous venons ce matin devant ta face pour implorer ta grâce, Seigneur, sur cette rencontre. Nous prions Dieu de commencer avec nous, de cheminer avec nous jusqu'à la fin de cette rencontre. Nous demandons, Seigneur, que ce soit les modérateurs, les intervenants, qu'à la fin de cette rencontre, nous puissions avoir des résolutions qui vont nous aider dans l'application, Seigneur, de ce matin. Merci de commencer avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Monseigneur. Nous pouvons encore nous lever parce que c'est le moment de l'hymne national. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à Maître Thérèse Koulungu, qui est la directrice du programme Droits humains au sein de la Commission Justice, Paix, Sauvegarde et la Création, pour la présentation du programme. Maître. De 10h à 10h30, mot des circonstances dans la commission justice, paix et sauvegarde et la création des nécessités du Christ au Congo. Suivra le mot et la touche de la commission justice et paix et nécessaire. Ensuite, mot de confession religieuse et mot ouverture. Après la première partie, nous entrerons dans les panels. Nous avons prévu 3 panels qui se termineront par un débat. De 10h30 à 11h15, le premier panel porte sur le rapport mapping, contenu et recommandations. Dans les panels, nous aurons M. Abdul Aziz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme.
Suivra l'intervention du professeur Bouanga qui est aux États-Unis. Nous aurons le plaisir de projeter la visioconférence. Le troisième panéliste, c'est M. Nick Elebe, directeur pays, le CISA, qui est ici présent avec nous. Suivra un débat de quelques minutes. Le deuxième panel consiste sur la lecture du gouvernement et de la commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale sur les rapports projet papier. Les panélistes sont les ministres des droits humains, vice-ministre de la justice. Le ministre des droits humains doit être à New York, mais qui sera remplacé par le vice-ministre de la justice. Nous avons aussi l'honneur de recevoir Mme Honorable Christelle Fouanga, qui est chargée de la commission de droits et l'homme au niveau du Parlement. Suivra un débat de quelques minutes. Le troisième panel consiste à la nécessité de la justice transitionnelle pour une paix durable dans les grands lacs. Nous avons prévu le professeur Mousso Papéché et le docteur Moukwege qui sera en visioconférence et puis nommé de la paix. Suivra un débat et nous allons terminer par une cérémonie de clôture par le mot du lancement de la campagne nationale du référent Dr Okudoa Ikabé. Suivra l'hymne national et la prière finale. Nous avons commencé par la prière et nous terminerons aussi par la prière. Et pour clôturer les tours, il y aura un cocktail de clôture. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Thérèse, pour la présentation du programme. Je vais appeler pour le mot des circonstances, en premier lieu, le porte-parole des confessions religieuses, l'abbé Cholet, qui est là avec nous, pour son mot. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, en vos titres et qualités respectifs, les confessions religieuses, partageant entre autres valeurs, la vérité, la justice et la réconciliation, ne peuvent que saluer la louable initiative de l'Église du Christ au Congo, ECC, par sa commission Justice, Paix, Sauvegarde de la création, de vulgariser les contenus du rapport projet Mapping en vue de son appropriation par la campagne de sensibilisation lancée aujourd'hui. Depuis quelques années, du point de vue sociopolitique et des droits humains, la RDC peut être comparée à un grand malade qui attend le résultat du diagnostic de médecin afin de recevoir des soins appropriés. Dans cette perspective, le projet Mapping sur la gouvernance du Haut Commissariat des droits de l'homme peut être considéré à juste titre comme un laboratoire permettant de se rendre compte du degré du respect ou du non-respect des droits de l'homme en RDC. Le rapport qui a été publié par les Nations Unies il y a 10 ans, décrivant plus de 600 graves violations des droits de l'homme et du droit international humain, sont les résultats de laboratoires sur base desquels les médecins doivent prescrire les médicaments. Malheureusement, 10 ans après, ce document qui avait suscité beaucoup d'espoir, surtout pour les victimes, d'autant plus qu'il recommandait une
tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les différents crimes n'a pas encore été exploité. La liste des auteurs présumés des crimes documentés reste secrètement gardée. Le silence et l'impunité perdurent. Une justice criante qui ne peut être cautionnée par les leaders religieux. La peur de finir dans le passé pour des atrocités aussi graves que celles relevées dans ces rapports fera de nos dirigeants des grands complices et responsables du non-respect des droits de l'homme en RDC et l'histoire les jugera à ce titre. Mieux vaut tard que jamais, il convient d'unir toutes nos voix pour exiger des poursuites judiciaires contre tous les responsables de ces crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice et réparent leurs forfaits. C'est à cela que nous sommes conviés par les CC et c'est la voie la mieux indiquée pour parvenir à la guérison des mémoires, garantie d'une réconciliation durable. Notre vœu est que le lancement de cette sensibilisation cède la place à une nouvelle dynamique où les violeurs de droits humains devront réfléchir 2 fois avant de commettre leur délit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Je vais inviter le secrétaire général de la Commission Justice, Paix, Sauvegarde de la Création, le révérend Éric Senga, pour son mot. Merci beaucoup, Madame. Excellence, Monseigneur, députés, sénateurs, chefs de confession religieuse, membres de la délégation des corps diplomatiques, bienvenue dans le Seigneur, en titre et qualité, bonjour. 1er octobre 2010, 1er octobre 2020, cela fait exactement 10 ans qu'il est au commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport détaillé identifiant des viols graves considérés comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et même aussi d'être qualifiés des génocides. C'est la première fois que ces crimes perpétrés par une série d'acteurs divers sont analysés en profondeur. Nous voulons ici remercier les Nations Unies par le Haut Commissariat qui a mené un travail de titan, rigoureux, parmi tant de rapports qui puissent exister. Le rapport Roger Mapping a le mérite de la rigueur, du professionnalisme humain, incroyable. Même dans le règne des animaux, certaines choses ne peuvent pas se permettre. Nous parlons de près de 10 millions de vies humaines perdues. Pour un pays tel que la Suisse, où on peut évaluer la population à près de 6 millions, donc si l'on prenait cette réalité et répliquait à la Suisse, ça suppose que c'est le pays qui disparaît de la carte. Nous ne parlons pas de la pluie et du beau temps. Mapping doit être pris avec beaucoup de sérieux, beaucoup de complexité. Ce n'est pas une question visant qui que ce soit. Ce n'est pas une affaire d'un État contre un autre ou d'une population contre une autre.
Mais il suffit ici de considérer l'essence de notre humanisme que nous partageons tous en commun. Que vous soyez congolais ou que vous ne les soyez pas. Une seule vie humaine perdue injustement est une tragédie. Raison pour laquelle l'Église du Christ au Congo, par les biais de sa commission justice, paix et sauvegarde de la création, qui a en son sein le programme des droits humains. Je voudrais ici rappeler que cette commission existe depuis 1994, donc une année après les débuts de ces enquêtes. Elle a été créée par le Synode national, qui est l'organe suprême de notre Église, pendant un temps difficile de notre pays. La jeune démocratie commence au Zaïre, le multipartisme, les mouvements de la société civile se développent, la conférence nationale s'ensuit, les régimes du Zaïre se fragilisent. Du côté de nos voisins, les troubles, les changements de régime, c'est dans ces contextes troubles à l'intérieur du pays et même dans la sous-région des Grands Lacs que l'Église du Christ au Congo a pris tout son courage prophétique pour mettre sur pied la commission de justice, paix et sauvegarde de la création. Les buts de la création de cette commission est de rappeler aux uns aux autres que l'Église du Christ au Congo, comme institution ecclésiastique, parmi les plus importantes du pays, à ces jours, elle réunit près de 40 millions de membres sur l'étendue nationale, avec 95 communautés. Et cette Église est parmi celles déjà avant l'indépendance dénoncer ce que nous qualifions les caoutchoucs du sang, le protestantisme congolais, que d'aucuns ignorent, a été très actif depuis avant l'indépendance. Et aux années même de la démocratisation du pays, l'Église du Christ au Congo a beaucoup contribué et dans beaucoup de tournants de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, 2 siècles après, pardon, des décennies, j'allais dire, cette commission qui a pris un nouvel élan grâce à l'actuel leadership porté par le révérend docteur André Bokuto Polikane, empêché pour des raisons évidentes. J'ai l'honneur de transmettre également cette salutation parce que je suis aussi le porte-parole de l'Église. Aujourd'hui, cette Église, ensemble avec les confessions religieuses, j'ai dit bien ensemble, ce n'est pas un combat individuel, mais c'est une conscience collective. La dynamique aujourd'hui apportée par les confessions religieuses prouve à suffisance que l'histoire de ce pays ne peut plus s'écrire sans les confessions religieuses, qui à la fois contribuent dans l'éducation de notre population avec un pourcentage très élevé de nos écoles, nos universités et même des centres sanitaires, des œuvres sociales, mais en même temps participe dans le jeu politique du pays à certains égards pour des questions d'intérêt public et de gouvernance des politiques publiques de notre pays. C'est ici pour nous l'occasion de saluer la présence de toutes les confessions religieuses qui ont accepté de venir avec nous dans ces combats, des combats de la dignité de la vie humaine et de la fierté nationale. À ces jours, nous sommes réunis dans ces beaux cadres pour commémorer, pour dire à nos morts, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos parents, sauvagement tués, que leur sang criera encore
jusqu'au trône de Dieu. Nous sommes en train de dire que la nation n'appartient pas seulement à ceux qui sont vivants aujourd'hui, elle appartient aux morts, aux vivants et aux futures générations. Nous sommes en train d'honorer ces héros inconnus. Des choses qu'on ne lira dans l'histoire que quand vous êtes au Congo. Des bébés violés, des femmes enceintes éventrées, des choses incroyables. Ni pour des raisons du pouvoir, ni pour des raisons de richesse ou d'exploitation, pareille barbarie ne peut se justifier. Et là où la vie humaine est bafouée, l'Église ne cédait pas. Nous voulons dire à nos morts qui ne sont pas partis en vain. Nous voulons dire également à la communauté nationale et internationale, ce pays mérite mieux. Voilà pourquoi le deuxième volet de cette activité est le lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Nous allons sensibiliser la population, comme l'a dit les collègues, l'abbé Vincent Choulet, porte-parole des confessions religieuses, que l'Église ne commence pas la sensibilisation aujourd'hui, mais nous voulons attirer votre attention sur le fait que cette sensibilisation va avoir deux axes. Le premier, c'est de redonner la valeur à notre mythe fondateur. Car toute nation existe sur la base des idéaux fondateurs. Nous ne devons pas écrouler et laisser s'écrouler notre mythe fondateur. Raison pour laquelle l'Église du Christ au Congo, en collaboration avec les confessions religieuses, la société civile, les mouvements citoyens, s'engagent à amener la population à une appropriation de ces combats. Nous voulons que désormais le rapport mapping ne soit plus une affaire des officines, une affaire des bibliothèques ou sur Internet, lettres mortes. Nous engageons dans cette démarche, c'est d'amener l'appropriation de ces combats. Que désormais, tout Congolais et tout bord reconnaissent qu'une partie de notre histoire a une page sombre. Soit ce que nous disons des morts est faux, c'est pourquoi on s'était, soit c'est vrai, mais nous avons une irresponsabilité nationale. Mais nous croyons aujourd'hui comme Église du Christ au Congo qu'il est temps pour nous, population, de nous sensibiliser. L'Église va plus loin pour que cette sensibilisation, nous la proposons dans les circuits éducatifs. Nous avons notre réseau des écoles protestantes, catholiques, humanistes, armées du salut, et celles de l'État congolais, nos universités. L'Église veut que cette page soit enseignée dans le cours de l'histoire de notre pays. On ne nous parle pas seulement de la Révolution française, américaine. On ne nous parle pas seulement du 4 janvier 1959, mais qu'on nous parle des 10 millions de morts, que nos enfants qui grandissent sachent respecter la valeur de la vie humaine. Nous voulons que les étudiants de l'élite congolaise qui sortent de l'université comprennent la nécessité du vivre ensemble en tant que peuple de cette nation, mais aussi avec les voisins qui nous entourent. Nous voulons amener aussi bien les Congolais que les voisins à comprendre ce n'est ni par la motivation de l'exploitation des richesses,
on doit justifier la perte des vies en vie humaine. Il est possible qu'un Congolais vive en Ouganda, au Burundi, au Rwanda en paix, et nous croyons cela. Nous voulons qu'un Rwandais vienne au Congo en paix, nous voulons qu'un Congolais aille au Burundi en paix, nous voulons que la paix revienne dans le Grand Lac. Et nous devons enseigner la valeur de la vie. Parce qu'il y a des questions aujourd'hui dépassées sous notre cieux, des questions identitaires, dépassées ailleurs. Nous ne devons pas continuer à perdre des vies autour des questions qui n'apportent rien dans le paradigme actuel de la civilisation contemporaine. D'où la nécessité de notre sensibilisation, pas seulement au niveau des écoles, des universités. C'est pourquoi nous allons rentrer très vite en discussion avec le ministre en charge de l'ESU, l'enseignement primaire et secondaire. Les démarches sont très avancées à notre niveau, les plans, les projets sont très avancés pour que finalement ces rêves deviennent réalité. Mais au-delà de la sensibilisation, nous avons aussi le chapitre du plaidoyer. L'Église de Christ au Congo, avec toutes les églises, les confessions religieuses, allons amorcer un plan de plaidoyer de haut niveau. C'est ici pour nous l'occasion de remercier les institutions du pays, le chef de l'État, le président de la République, institutions du pays, a pris tout son courage au cours de toute une session, un conseil du gouvernement pour parler de la justice transitionnelle. À la tribune des Nations Unies, il le répète. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, honorable Mabunda, empêchée parce qu'elle devait être là, vous savez qu'il y a une activité à l'Assemblée, l'a dit à l'ouverture de la rentrée parlementaire en cours, jusqu'à placer un chapeau bas à notre prix Nobel. Ceci nous encourage énormément. Des fois, en dépit de nos querelles, ce qui est des bonnes guerres politiques internes, mais nous devons avoir des choses qui nous mettent ensemble au bon terme. C'est ce que nous appelons les mythes fondateurs. C'est tout donné par nos institutions étatiques et réveillé justement au niveau international. C'est ici aussi l'occasion pour nous de saluer l'initiative du Parlement européen qui a aussi donné de la voix pour appuyer, encourager la démarche de la République démocratique du Congo par son président de la République. Nous remercions également les États et l'Union et d'ailleurs qui comprennent qu'il est temps pour le Congo de retrouver sa raison d'exister en tant que nation. Et donc c'est dans cette dynamique que la société civile prend l'initiative avec tous les mouvements citoyens, toutes les organisations de la société civile, je dis bien toutes parce que la porte n'est pas fermée, et l'élite est portée par les confessions religieuses au travers de la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'Église de Christ au Congo. Ensemble, nous voulons que la voix de la RDC arrive à des institutions décisionnaires du monde, des organisations internationales, pour que les recommandations coulées dans le projet mapping deviennent effectifs. Entre autres, on arrive à une commission vérité et réconciliation. On arrive à un tribunal spécial. On applique la justice transitionnelle et nous passons fermement, et cela ne sera mis à l'avantage des uns contre les autres, mais nous allons redonner le sens et la fierté à notre génération et nous donnerons raison à des générations futures et comprendre que nous avons eu raison d'aller dans le sens de ce déterminisme. Je dis.
Merci beaucoup, révérend Eric. Nous saluons la présence dans la salle de leurs excellences, Monsieur le ministre d'État à la coopération internationale, l'intégration régionale et francophonie, le ministre de la Jeunesse, ainsi que le vice-ministre de la Justice. Sans plus tarder, je vais appeler Monseigneur le premier vice-président de l'Église du Christ au Congo pour le mot d'ouverture. Excellences, Messieurs les ministres, Leurs Excellences, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques, Leurs Excellences, représentants des confessions religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ce jour mémorable du 1er octobre 2020, où nous commémorons le 10e anniversaire de la publication du rapport Roger Mapping, des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire en RD Congo, je tiens à remercier les institutions du pays, la communauté internationale et toutes les organisations partenaires ayant pris part à cette manifestation de grande envergure qui a vocation à faire sortir de son placard le rapport Roger Mapping d'une part et à faire sortir les autorités congolaises et la communauté internationale de leur procrastination face à la nécessité d'exploiter tous les outils de la justice transitionnelle en RD d'autre part. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que l'impunité est responsable des plus graves violations des droits humains commises entre 1993 et 2003 et couvertes de facto dans les plus hautes instances de la communauté internationale. Le gouvernement congolais, en 2013, dans un premier temps, a accueilli favorablement le rapport tout en proposant la création de chambres spécialisées mixtes intégrées au sein du système judiciaire congolais. Malheureusement, la loi créant un tel organe n'a jamais été adoptée et le gouvernement congolais n'a depuis jamais fait en sorte que les recommandations du rapport Roger Mapping soient mises en œuvre. En mars 2016, le docteur Denis Mukwege a déposé une lettre signée par près de 200 ONG au HCDH réclamant la publication de la base de données qui identifie les principaux responsables des crimes décrits dans les rapports Roger Mapping. Le Haut-Commissariat lui a répondu que la divulgation publique de ces informations peut mettre en danger les victimes et les témoins du dit violation. Dans un pays où chaque famille a été endeuillée, où chacun a été confronté directement ou indirectement à des actes d'une violence extrême, le nombre de victimes est énorme et pose la question des réparations. Cependant, la 43e réunion du Conseil des ministres suscite un début d'espoir pour le peuple congolais, où le chef de l'État a parlé de la justice transitionnelle et nous nous rendons compte d'une réelle volonté politique au sommet de l'État. L'STC et toutes les organisations partenaires appellent les autorités congolaises à continuer à mobiliser des ressources pour initier des programmes et des projets de
réparations individuelles et collectives, matérielles et symboliques en vue de contribuer à la réhabilitation des communautés affectées par la violence, faciliter leur réinsertion dans la société et promouvoir la réconciliation. En outre, nous l'invitons donc à accompagner le pays et les générations futures sur le chemin de la paix. Ce chemin existe et il passera par la justice, la vérité, des réparations et des réformes ambitieuses et profondes. Mesdames, Messieurs, le monde ne sera guère attentif à nos paroles, ni ne s'en souviendra longtemps, mais jamais il pourra oublier ce qui fut accompli à l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 12 millions d'hommes, de femmes et des enfants congolais ont péri. C'est à nous de nous consacrer plus encore à la grande cause pour laquelle ils offrirent le suprême sacrifice. C'est à nous de faire en sorte qu'il ne soit pas mort en vain. À nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaisse dans la liberté. À nous de décider que la RD Congo ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. J'espère que ce 10e anniversaire va déclencher le début de la mise en application des recommandations du rapport Roger Mapping, laquelle mise en application amènera les morts à bénéficier d'une sépulture digne et dont les bourreaux pourront enfin être jugés pour leurs crimes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous saluons aussi dans la salle la présence de Madame le ministre, déléguée aux personnes vivant avec handicap. Nous allons passer au deuxième temps fort de cette rencontre. Ce sera le moment de panel et je laisse la place à mon collègue Julio Komla pour animer cette partie-là. Merci. Merci, Madame la professeure, comme elle aime bien s'appeler. Honorables députés et sénateurs, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, à la coopération internationale, l'intégration régionale et francophonie, Excellences, Monsieur les ministres et vice-ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Excellences, Monseigneur, premier vice-président de l'Église du Christ au Congo, leurs excellents représentants des confessions religieuses de la RDC, Monsieur le représentant du Bureau conjoint des Nations Unies, chargé des droits de l'homme, représentants des organisations internationales en RDC, représentants de toutes les forces vives de la nation, partis politiques, organisations de la société civile, mouvements des citoyens, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Ces temps de panel se tiendra en 3 étapes. Nous aurons le premier panel qui sera introductif, qui sera plutôt conceptuel, où nous aurons la présentation du rapport Mapping, le contenu ainsi que les recommandations. Le panel sera animé tour à tour par M. Abdoulaziz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, le professeur Roger Claude Liwanga, qui sera en ligne avec nous, qui est professeur à l'université de Suffolk à Boston et à Harvard, M. Nick Elébé, directeur pays au CISA. Ce sera suivi d'un débat. Ensuite, le deuxième panel
nous aurons la lecture du gouvernement et de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale sur le rapport projet mapping. Cela sera suivi également d'un débat. Et enfin, nous aurons le troisième panel sur la nécessité de la justice transitionnelle pour une paix durable dans les Grands Lacs, qui sera également animé par le docteur Mkwete-Demi. Cela se fera en ligne. Sans plus tarder, nous invitons à l'estrade M. Abdoulaziz Thioé, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, s'il vous plaît. Nous invitons également M. Nick Elédé, directeur pays au CISA, à le rejoindre. Chacun nous présentera durant 15 minutes maximum le contenu ainsi que les différentes recommandations. Monsieur Nick Elédé est juriste et écrivain, défenseur des droits de l'homme et conférencier. Il a plus de 12 ans d'expérience professionnelle au niveau national et régional, ainsi qu'international, en grant making, analyse, élaboration et mise en œuvre et évaluation de projets. Il occupe présentement les fonctions de directeur pays en RDC de la Fondation Initiative pour une société ouverte en Afrique australe, mieux connue sous son appellation anglaise Open Society Initiative pour Southern Africa, en sigle OSIS. Ainsi, donc, nous donnons la parole à M. Abdoulaziz Thioé pour son speech. Merci beaucoup. Excellence, je n'ai difficulté de poser des millions de l'épisode ce matin. Je reconnais le ministre de la Justice. Je connais également le ministre qui est délégué par le Premier ministre. Excellence Madame la ministre déléguée, Mesdames et Messieurs, tout le monde observé. C'est un plaisir d'être là ce matin avec vous. Je ne peux cacher ma grande satisfaction ce matin. Je pense que représentant le Haut-Commissariat des Nations Unies ici à RDC et devoir intervenir devant une assistance aussi importante sur un sujet aussi important est un grand honneur. Le rapport mapping soulève beaucoup de controverses et beaucoup d'intérêt. Quand j'ai reçu évidemment le révérend et l'équipe qui est venue me voir travailler sur cet atelier, je n'ai pas manqué de souligner le soulagement, de soulever le soulagement que nous avons, parce que ça fait des années effectivement que nous avons essayé de faire la promotion et rendre public les recommandations du rapport qui ont été envoyées pour promouvoir les recommandations du rapport sans beaucoup de succès. Quand la société civile et des organisations professionnelles décident de se saisir de ce sujet, je pense, est tout à fait louable et doit être salué à sa juste valeur. Je voudrais revenir sur un mot qu'a utilisé le révérend en disant aujourd'hui qu'il est important que la RDC s'approprie ce mythe fondateur. Il a mentionné la nécessité de créer une cohésion nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les pays en réalité qui ont réussi à bâtir en sorte solide des fondations fortes l'ont bâti sur des épreuves, sur la souffrance. Ces souffrances-là, il faut les reconnaître et les affronter. Et c'est cette opportunité-là aujourd'hui qui est offerte d'ouvrir le rapport mapping qui concerne une période de l'histoire de la RDC qu'il faut affronter avec
beaucoup de lucidité, beaucoup de courage. Et nous nous rendons bien compte, en ouvrant ce chapitre, nous allons remuer le couteau dans la plaie. Parce que vous avez beaucoup de familles de victimes, beaucoup de survivantes, beaucoup de survivants aujourd'hui qui continuent de vivre en silence les souffrances de ces années-là. Pour certains qui ont grandi sans connaître leurs parents, ou qui ont pu être déplacés à cause de cette période-là. Il nous faut l'ouvrir aussi avec beaucoup de responsabilité et avoir à l'esprit. Et là, je réponds et j'anticipe sur des questions qui pourraient être posées. Pourquoi les Nations Unies n'ont jamais rendu public les listes des auteurs présumés, encore une fois? C'est simplement que nous avons une obligation de protection des sources. Ce ne sont pas seulement des étrangers qui ont travaillé sur le rapport Mapping. Vous avez plus de 200 Congolais qui ont travaillé sur le rapport Mapping. Et donc beaucoup sont assis dans la salle, vous ne les connaissez pas, qui ont fait ce travail-là, avec des experts étrangers. Vous avez beaucoup d'ONG congolaises qui se sont investis. Je pense que c'était juste les héritiers de la justice, dont malheureusement le directeur exécutif a payé de sa vie une dénonciation, vous vous en souvenez, il y a quelques années, à Bukavu, et dont le crime jusqu'à ce jour reste impuni. Et Lazado défend desquels sont nés au nombre d'organisations que vous avez dans ce pays-là. Je pourrais ajouter d'autres dans la voie des savoirs et d'autres ONG qui, à l'époque, ont fait un travail de remarquable. Lotus à Kisangani et bien d'autres. Donc, ayons à l'esprit aujourd'hui que c'est important qu'il y ait ensemble, que ce passé-là soit affronté avec beaucoup de responsabilité pour éviter d'exposer aussi, compromettre les sources, les victimes et les témoins. Parce que certains auteurs sont encore très actifs, très puissants, ont la possibilité encore de nuire à ces sources, mais également à ces victimes et ces témoins. Le rapport Mapping n'est pas un rapport d'enquête judiciaire, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on rétablisse. À l'instar de tous les rapports droits-de-l'homme que nous avons publiés et que nous continuons à publier, et qui se lèvent encore beaucoup de controverses, beaucoup de... Je parle sous le regard de l'auditeur général militaire qui est en face de moi. Ce sont des rapports qui portent d'établissement de faits, qui permettent à la justice congolaise de pouvoir avoir un point de départ pour pouvoir mener des enquêtes. À chaque fois que nous leur avons adressé des rapports, ils les ont ouverts. Ils ont des enquêtes dans la procédure de sécurité ouverte, avec les insuffisances que l'on connaît, parce qu'évidemment, encore une fois, les rapports droits ne sont pas des rapports d'enquête judiciaire, ce sont des rapports qui établissent des faits. Évidemment, avec très détaillés, et le rapport Mapping ne fait pas exception à cela. Le rapport détaille 617 incidents. Et comprenez bien que parmi ces 617 incidents, vous pouvez trouver plus d'un millier de cas. Plus d'un millier de cas qui peuvent concerner des faits de meurtre, de viol, des pillages et des déplacements forcés. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle le rapport dit que certains faits sont constitutifs de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et possiblement des crimes de génocide. Si un tribunal compétent établit avec certitude les faits qui ont été rapportés. Parce qu'encore une fois, je rappelle qu'il s'agit de qualifications qui n'avaient été pas dans le tribunal. Donc, il y a cette précaution-là, il n'y a pas une volonté de la part des auteurs de cacher quoi que ce soit, ni réellement d'édulcorer ou de minimiser les faits qui ont été rapportés. Alors, le rapport aussi, l'équipe avait aussi pour objectif d'analyser le système judiciaire congolais. Et là, je suis en train déjà d'entrer dans les recommandations. L'équipe a passé en revue
l'appareil judiciaire congolais, à l'époque, pour dire si elle était capable, la justice congolaise était capable de gérer les faits qui ont été documentés dans le rapport Mapping. La première réponse, c'est certainement oui, avec la difficulté notable qu'il y avait le risque de créer d'abord une congestion, parce que le nombre de cas était tellement élevé qu'il serait difficile pour un appareil judiciaire qui manque d'effectifs, qui manque de ressources et dont les infrastructures posent problème de pouvoir gérer ce type de situation. Parce qu'évidemment, ça allait nécessiter que les enquêtes soient effectuées et que des procès puissent être organisés. C'est pour ça que l'une des propositions était de créer des chambres mixtes. Les chambres mixtes avec la possibilité de faire venir des spécialistes étrangers pour travailler avec des juges congolais pour faire ce qu'on appelle, ce que les anglophones appellent cross-fertilisation, qui permettent de pouvoir échanger de l'expérience en travaillant ensemble. En travaillant ensemble, vous échangez d'expérience les uns après les autres. Cela n'a pas prospéré pour une raison que certains justifient. Le projet de loi qui avait été présenté à l'Assemblée, au Parlement, n'a pas été adopté malheureusement, pour des raisons que certains peuvent expliquer. Je vois les parlementaires dans la salle qui seront plus indiqués pour dire. En réalité, les lois sur l'organisation judiciaire ne permettent pas effectivement à des juges étrangers de pouvoir siéger dans les juridictions congolaises. Ça va nécessiter effectivement des aménagements législatifs qu'il faudra peut-être, en connaissance de cause, pouvoir entreprendre. Cependant, il y a une autre loi qui a été adoptée qui a donné aux juridictions civiles, au niveau de l'appel, la compétence de connaître des crimes internationaux. La justice civile n'ayant pas le même niveau de compétence que la justice militaire, malheureusement, effectivement, nous n'avons connu que 2 décisions que certains peuvent considérer comme critiquables du point de vue du droit, mais en réalité, qui ont le mérite d'exister. Ce qu'il faut qu'on retienne véritablement, c'est que les partenaires techniques et financiers ont pris conscience de ces difficultés et ont changé de stratégie en décidant d'appuyer directement la justice militaire, qui, à l'époque, avait la compétence d'attribution de ces crimes internationaux. Et ce travail-là, à travers les cellules d'appui aux poursuites, je rappelle que depuis 2012, vous avez des centaines de magistrats du parquet venant de pays étrangers qui ont été déployés ici à ABC. Il se trouve évidemment que quand vous êtes dans une logique de coopération technique, vous ne pouvez pas dire publiquement, vous ne pouvez pas assister à la justice militaire en même temps pouvoir vous montrer devant les caméras et dire que vous êtes en train de les appuyer. Et ce travail-là s'est fait. Ils ont travaillé de façon très étroite avec la justice militaire pendant de longues années pour travailler sur les stratégies de poursuite, pour mettre à disposition des éléments de comment gérer les archives. Des greffiers aussi ont été déployés. Et ce travail-là, aujourd'hui, a permis à la justice militaire congolaise d'avoir acquis ces lettres de noblesse. Ce n'est pas pour rien que vous avez aujourd'hui devant, comme procureur du tribunal spécial en Centrafrique, le colonel Moulatini, qui est un pur produit de la justice militaire congolaise, qui aujourd'hui dirige des poursuites au niveau de la Centrafrique, après l'exercice similaire à celui qui a été conduit ici. De la même manière, nous avons travaillé sur des stratégies de protection des victimes et des témoins. Il se fait dans la RDC, effectivement, si vous n'avez pas de victimes et si vous n'avez pas de témoins, il vous est difficile d'avoir un procès. Donc il faut créer les conditions pour leur participation aux procédures judiciaires. Donc, à travers les enquêtes conjointes qui ont été organisées, en garantissant la sécurité, créant les conditions pour que les juges et les enquêteurs militaires puissent se déployer, un travail a pu se faire. Donc,
Ça, c'est le premier volet qui concernait un peu tout ce qui est mécanisme de justice de transition sur le volet judiciaire. Sur le volet non judiciaire, nous n'avons malheureusement pas connu d'avancée. Malheureusement, l'idée aussi c'était de mettre en place une commission vérité et réconciliation, elle n'a pas été mise en place. Évidemment, peut-être tenant compte de l'échec de la commission précédente qui a existé après la conférence de Sun-City. C'est pour ça que nous nous réjouissons aujourd'hui que le gouvernement ait pris l'engagement de mettre en place un processus de justice transitionnelle et le Haut Commissariat se tient prêt à soutenir cette initiative-là avec l'expertise technique qui nous est revenue au niveau des Nations Unies. Il était aussi, le rapport prévoyait la possibilité de travailler sur, comme recommandation, première recommandation, la réforme du secteur de sécurité. La réforme du secteur de sécurité est un domaine dans lequel, évidemment, vous connaissez toutes les difficultés que nous avons rencontrées en tant que Nations Unies et aussi d'autres partenaires à y mettre le nez pour les raisons que vous connaissez. C'est un domaine de souveraineté dans lequel, évidemment, les Nations Unies ont été empêchées d'aller de l'avant. Il n'empêche effectivement qu'il y a eu quelques recommandations qui ont été adoptées, des lois de programmation militaire. Il y a aujourd'hui des efforts qui sont en train d'être faits avec l'Union européenne pour essayer de maîtriser les effectifs et de pouvoir rationaliser la paie des militaires. Donc, quelque chose a été fait, mais pas dans le sens des recommandations qui avaient été identifiées. Il en va de même des autres types de réformes, parce que c'est ça aussi l'idée de voir concrètement, parmi dans l'architecture institutionnelle, quelles sont les institutions qui nécessitaient effectivement d'être réformées. Quelles sont les réformes du point de vue légal qu'il fallait adopter. De ce point de vue-là, nous n'avons pas beaucoup avancé et c'est pratiquement rien de s'est passé. En ce qui concerne les réparations, c'est un autre volet aussi qui concerne le premier aspect, je l'avais sauté. Il y a eu une réflexion sur les réparations. Parce que n'oubliez pas que quand nous parlons de justice de transition, nous parlons de l'ordre de justice pour les cas les plus graves, parce que nous partons du principe que tout le monde ne doit pas être jugé, mais les cas les plus graves doivent être poursuivis. Évidemment, la grande masse, il faut établir la vérité et discuter des schémas de pardon et de réconciliation. Mais il faut surtout réfléchir à la réparation. La réparation, elle n'est pas simplement pécuniaire. Il s'agit de réadaptation, parce que beaucoup ont eu des séquelles physiques, d'autres des séquelles psychologiques. Il faut travailler à cela. Et c'est extrêmement important. Et c'est là où je pense qu'il est important en RDC de réfléchir à toutes ces générations depuis 1993 qui ont été exposées à la violence de façon continue. Et il est prouvé, les experts diront que tous les individus, les sociétés et les communautés qui sont exposées à la violence de façon contenue ont tendance à reproduire les mêmes schémas de violence. Vous avez aujourd'hui des générations qui ont 18 ans, certains 20 ans, qui n'ont connu que la violence et qui n'ont jamais eu la chance de sortir des zones d'où ils sont nés. C'est une question qu'il faut régler, donc il faut une prise en charge de tous les traumatismes à la fois physiques et psychologiques qui puissent exister pour permettre à ces individus de se refaire et de pouvoir contribuer pleinement à la reconstruction de la RDC. Il faut également travailler à tout ce qui est ce travail de reconnaissance des autres. C'est pour ça que je disais aujourd'hui que c'est de mythes fondateurs, j'apprécie beaucoup, qu'il faut regarder avec beaucoup de lucidité ce rapport afin que les Congolais se regardent les yeux dans les yeux, se disent la vérité pour se tenir la main après et aller de l'avant. Et non pas être dans une logique de stigmatisation, d'exclusion ou réellement de négation d'appartenance nationale. Parce que ça aussi c'est un problème qui existe. Il faudrait qu'on reconnaisse effectivement que beaucoup de communautés de part et d'autre ont payé un autre but. Il faut que justice soit rendue. Ce n'est pas négociable. De ma position de l'homme, je ne peux dire que ça. La justice n'est pas négociable. La lutte contre l'impunité n'est pas négociable. Mais il est important
d'aller de l'avant. Alors, si nous n'avons pas pu travailler sur la réforme des secteurs de sécurité, vous pouvez bien comprendre aussi que le détective n'a pas pu avancer. Si vous ne pouvez pas avoir la possibilité de regarder, réformer les institutions de sécurité, la police, de travailler sur certains aspects, vous ne pouvez pas non plus vous impliquer dans le détective. Il n'est pas trop tard de le faire. Je pense que le débat actuel aujourd'hui, avec toutes les réflexions concernant l'intégration ou non des combattants qui se sont rendus dans les forces de sécurité et de défense, nous ramène à cette problématique-là du vetting. Vérification des antécédents pour nous assurer que ceux qui viennent animer les institutions, police, justice, et même en condition d'éligibilité, pour ne pas donner la possibilité à certains qui ont été auteurs de violence d'être dans des conditions de pouvoir vivre. Comme vous le savez, l'héritage de l'horreur de la guerre continue de toucher plusieurs enfants aujourd'hui, évidemment longtemps après les hostilités. Et cette question cette situation soulève deux catégories de questions. D'abord, la question liée aux obligations des États, l'État congolais ou les États qui ont été autrefois impliqués dans le conflit armé en RDC concernant la protection des enfants. Et ce, en temps de paix ou en temps de guerre. Ensuite, la seconde catégorie de questions est liée à l'accès à la justice et à la réparation aux enfants victimes des atrocités commises entre 1993 et 2000. C'est-à-dire, les interrogations consisteraient, à raison, à faire une évaluation. Qu'est-ce qui s'est passé 10 ans après la publication du rapport? Quels sont les obstacles qui ont fait que les enfants ne puissent pas obtenir une guerre après cette période de temps? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire, évidemment, pour faire que la justice puisse être une réalité et non comme étant une forme de limite pour les enfants qui ont été victimes de violations de leurs droits fondamentaux? Ma présentation se focalisera sur les points que voici. Je donnerai un bref contexte historique des violations massives commises contre les enfants en RDC. Ensuite, je discuterai la question des obligations des États concernant la protection des enfants en temps de guerre et en temps de paix. Ensuite, discuter la question du droit d'accès des enfants victimes à la justice et à la réparation. Et puis, discuter des difficultés rencontrées par les enfants victimes à obtenir une réparation et justice. Et enfin, formuler quelques recommandations concernant la situation. D'abord, je vais partager avec vous ce problème de Élise qui est âgée à l'époque, qui avait 15 ans, qui est survivante du conflit armé en RDC. Elle a assisté au massacre dont la communauté et sa famille a été. Mais Élise n'est pas la seule victime en ce qui concerne les conflits armés en RDC de 1993 à 2003. D'après le rapport rapide, les enfants congolais représentent presque la moitié de la population civile qui a été victime des crimes. Et que par victime, on sous-entend des enfants qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice. Le préjudice peut être une atteinte morale, souffrance morale, perte matérielle ou une atteinte grave à l'autre.
Les victimes aussi sont les enfants dont leur nombre de familles ont subi directement des atteintes difficiles. Il sera aussi important de souligner que les enfants ont été victimes exclusives de certains crimes commis en RDC. Certains ont été recrutés par force et comme les enfants soldats. D'autres ont été contraints de commettre eux-mêmes des crimes contre d'autres enfants et des adultes. D'autres enfants ont été violences sexuelles. Ils ont assisté aux situations auxquelles leurs parents ont été tués, violés. Ces enfants ont subi les pillages de leurs biens ou leur réhabilitation. Évidemment, certains enfants ont été aussi victimes de déplacements forcés à la répétition, le rendant à la malnutrition et aux maladies. Donc, comment éviter, sans oublier évidemment la prise de leur droit à l'éducation, compromettant ainsi leur devenir de façon durable. Certaines violences ont eu lieu dans le contexte des attaques généralisées ou systémiques contre les civils. D'autres enfants ont été victimes juste en raison des origines ethniques, de leurs origines ethniques. Mais la question à laquelle nous essaierons de répondre est quelles sont les obligations de l'État congolais ou des États impliqués dans les différents en RDC concernant la protection des enfants contre les violations massives de leurs droits. Il est important ici de souligner que l'obligation de protéger les enfants contre les violations massives de leurs droits s'applique en temps de paix comme en temps de guerre, et qu'il y a 3 classifications des obligations de la part des États. Les États ont l'obligation de respecter les droits de l'enfant, incluant par exemple le droit à la vie, à ne pas être soumis à l'autorité. Et les États doivent aussi, cette obligation implique que les États doivent s'appliquer et interférer à la pleine jouissance des droits. Une autre obligation, c'est l'obligation de protéger les droits des enfants. En empêchant, on sait que un groupe d'individus puisse abuser de ces droits fondamentaux. Et lorsqu'il y a violation commise contre ces droits, l'État a une obligation l'auteur ou les auteurs et ses faits. Et la dernière catégorie des obligations est l'obligation de mettre en œuvre les enfants. Des mesures positives, et ce, dans le guerre. Mais l'État congolais violerait ses obligations internationales ou domestiques. S'il s'abstenait par exemple, ou arrête de punir les auteurs de tueries ou de contre les enfants. Le rapport m'indique cite le cas des scandales des phases, ex-phases, qui auraient incendié les écoles et brûlé les écoles à la fin de l'année 1911. Mais la question qui se pose est celle de savoir est-ce que les scandales congolais ont été punis? Et si la punition tarde à venir, cela veut dire que l'État congolais serait violateur des obligations internationales comme domestiques. Les pays étrangers aussi RDC congolais en tant que les différentes violations. Et un exemple, ce serait ce cas de massacre des enfants à coups de marteau sur la tête par les APR dans les camps de réfugiés entre les années 1998 et 1997. Il serait important de souligner ici que le principe de la
Elle transcende les frontières nationales et surtout dans le contexte des opérations militaires extérieures. Et cela même le sens de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice en 2007 dans l'affaire opposant la RDC et l'Ouganda. Et la Cour internationale de justice a clairement conclu que les troupes de l'armée burundaise. Mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, à saluer les initiateurs de ces panels consacrés de qui sont du rapport important, violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour la période entreprise entre mars 1993 et juin 2003 sur notre territoire. Cette initiative est d'une importance singulière, d'autant plus qu'elle touche à la justice, particulièrement pour les victimes des collatérales des atrocités liées à la guerre qui ont émaillé notre pays durant la période précédente. Les rapports qualifient la collaboration du gouvernement et des experts des États-Unis et ses conformes usages policiers. À cette suite, il est espéré que le gouvernement a tout envoyé lors du dépôt de sa requête introductive d'instance contre les Rwanda, l'Ouganda et le Burundi en 1999 devant la Cour internationale de justice avait déjà documenté les graves violations des droits de l'homme et du droit international pour soutenir sa cause. C'est dans cette perspective qu'il fut introduit et produit un livre long décliné en 2 tomes qui avait repris les crimes très rapides. Nul n'ignore que la dite Cour avait rendu justice en faveur de la RDC en condamnant l'Ouganda. D'autres pays, malheureusement, comme les Rwanda, n'étaient pas partis à cette convention qui institue la CIJ. En cette particulière occurrence, les devoirs de mémoire nous commandent de rappeler que les crimes qui ont été commis sur la terre congolaise entre 1885 et 1961 sont considérés comme les plus grands crimes jamais répertoriés dans les annales de l'humanité, ayant ainsi décidé plus de la moitié de notre population à l'époque et qui demeurent impunis à ce jour. Ces crimes qu'on ne peut pas prescrire sont documentés notamment dans les rapports Casmet du Foreign Office du Royaume-Uni et par plusieurs auteurs célèbres tels que Adam Schiff, Joseph Conrad, Sir Arthur Conan Doyle et Mark Twain. C'est dire qu'effectivement cette terre particulière qui est la nôtre a toujours été une terre de souffrance, des grandes souffrances depuis très longtemps. Ces rappels étaient écrits aussi des mêmes coupés des souffrances antérieures. Les gouvernements ont pris l'option d'intégrer dans son processus de réflexion d'examen de la situation tirée du rapport Mabille, c'est ce que je vais dire maintenant, y compris actuellement la justice transitionnelle. C'est une instruction qui a été donnée au ministre Lité en charge des droits humains, qui travaille, qui a passé son temps entre Kinshasa et Genève et les États-Unis, dans ces cadres précis. Donc c'est une conscience collective, assumée et gérée par le gouvernement. Aussi, les résolutions de vos travaux vont-elles être irriguées et enrichir ce que le gouvernement fait déjà, de sorte que les instances appelées à discuter sur le processus éventuel qui intégrerait la communauté internationale puissent être prises en charge.
Cela étant, j'ai clôturé mon propos pour dire que cette conscience collective dont je rappelle, qui doit nourrir l'essentiel de la spiritualité congolaise, de l'identité congolaise, qui passe par la mise en perspective de tout ce qui a été construit depuis des années et depuis des siècles. C'est à cette aune, comme l'a rappelé tout à l'heure ceux qui m'avaient précédé, on devrait réapprendre l'histoire de la RDC. Que nos enfants apprendront qui sommes-nous, d'où venons-nous, car nous avons traversé depuis des siècles et depuis des dizaines d'années tous ces cris à travers nos forêts de savane qui nous rappellent tous ces cris. Espérons vivement qu'au terme de cette activité, ce qui sortira d'ici permettra de consolider ce que nous sommes en train de pouvoir organiser en tant que gouvernement et pour de belles perspectives en ce qui concerne la République. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre d'État, représentant le Premier ministre, le chef du gouvernement. Pour des raisons évidentes, nous demandons à l'assistance de permettre à son Excellence de pouvoir prendre congé de ses assises afin de répondre à d'autres obligations qui lui sont attachées. Merci. Merci beaucoup. La question des perspectives du rapport du projet Mapping, en particulier les recommandations formulées dans ce rapport. Et ce qu'il faut dire en introduction, c'est que 10 ans après la publication du rapport du Mapping, ce rapport reste d'actualité. Et cela pour 4 raisons principales. La première, c'est la gravité des crimes qui y sont répertoriés. La deuxième, c'est les besoins insatisfaits des victimes, besoins en matière de justice, en matière de vérité et en matière de réparation. La troisième raison qui sous-tend ce besoin et cette actualité du rapport du projet Mapping, c'est la persistance des violences. Aujourd'hui, 10 ans après, il y a encore une persistance des violences dans différents points de la République démocratique du Congo. La quatrième raison, enfin, c'est la non-mise en œuvre des recommandations de ce rapport. Alors, mon exposé va aborder de façon générale les recommandations qui ont été formulées par le rapport, et là, je suis dans une position assez préférentielle parce que mes 2 prédécesseurs ont eu également l'occasion à aborder certains de ces points-là, donc je vais écourter cette partie de ma présentation. Ensuite, je vais rappeler, j'étais censé rappeler quelques avantages et inconvénients, et là encore le professeur Liwanga nous a aidé en abordant ce point-là avec maestria. Et je clôturerai ensuite, je passerai ensuite à certains défis contemporains liés à la possibilité de mettre en œuvre les recommandations du rapport Mapping, et je conclurai avec quelques recommandations. Alors, il faut rappeler que la section 4 du rapport du projet Mapping est très éloquente déjà sur les options de justice transitionnelle que l'on pourrait appliquer en République démocratique du Congo. Elle aborde notamment la Cour pénale internationale, elle évoque les juridictions extraterritoriales et donc la compétence universelle. Elle aborde également la question des tribunaux pénaux internationaux et les tribunaux mixtes parmi les possibilités juridictionnelles. Et enfin, elle aborde la question de la recherche de la vérité, de la réparation et des réformes.
Dans le cadre de cet exposé, je vais me concentrer davantage sur les options juridictionnelles. Et donc il y a le tribunal pénal international pour le Congo. D'abord, il faut dire que cette proposition n'est pas nouvelle. Cette proposition n'a pas attendu le rapport du projet mapping pour être formulée. Elle l'avait déjà été en son temps par les délégués du dialogue intercongolais qui, dans leurs recommandations, avaient évoqué cette possibilité de créer ce type de juridiction. Elle a aussi été évoquée en 2003 par le président Joseph Kabila dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, mais plus tard encore par plusieurs acteurs de la société civile, mais aussi par des acteurs et membres et hauts cadres de l'Organisation des Nations Unies. Ce qu'il faut dire, c'est que ces demandes variées n'ont pas obtenu une réponse positive à ce jour-là. Les tribunaux pénaux internationaux étant créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de son chapitre 7, elles en sont une extension, elles en sont une émanation, et donc elles ont l'avantage d'une certaine opposabilité de leurs décisions aux États membres. Professeur Liwanga évoquait tout à l'heure les avantages et les inconvénients. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit, mais j'aimerais également apporter juste un désavantage ou un inconvénient qu'il n'a pas mentionné, c'est la question de la durée des procédures qui souvent est évoquée comme un inconvénient majeur. Je dirais que dans le contexte précis de la RDC, alors que cette demande récurrente est là devant nous, l'idée de création d'un tribunal pénal international pour le Congo et le peu de réactivité qu'elle génère ont entre autres conséquences qu'elle conditionne les besoins légitimes de justice et de réparation des victimes congolaises à une décision hypothétique de la communauté internationale. Et donc, quelque part, que les aspirations profondes des Congolais à la réhabilitation sont donc tributaires d'une décision d'un organe exécutif des Nations Unies où les Congolais n'ont malheureusement pas à voir au chapitre. Et ça, c'est un défi majeur par rapport à la création de ce tribunal. Ensuite, il y a les tribunaux mixtes, et il s'agit d'une part des tribunaux spéciaux et d'autre part des chambres spécialisées mixtes. Ces deux types de juridictions ont été évoqués tout à l'heure par le professeur Liwanga, mais j'aimerais m'appesantir un peu sur quelques éléments d'histoire. Liés justement à la création ou à la tentative de création de ces deux mécanismes en République démocratique du Congo. Et là, nous avons deux expériences. Une expérience en 2010 et une expérience en 2014. Dans sa présentation du projet de loi devant le Parlement, le ministre de la Justice de l'époque, et ça c'est en 2010, avait systématiquement avancé trois arguments pour expliquer pourquoi une cour spécialisée devrait être créée en République démocratique du Congo. Alors il y avait la volonté d'assurer la répression des violations les plus graves du droit pénal international et du droit international humanitaire commis sur le territoire congolais. Il y avait la nécessité de renforcer l'indépendance de la justice vis-à-vis des interférences politiques et militaires, et il y avait enfin l'impératif d'aménager un système judiciaire spécifique garantissant les procès équitables. Nous le savons tous, ce projet de loi n'a pas obtenu l'assentiment du Sénat à l'époque. Et dans son rapport adopté à la quasi-unanimité, un seul sénateur s'étant abstenu par la plénière, la commission politique, administrative et juridique du Sénat avait avancé des raisons juridiques et politiques pour justifier le rejet des textes du gouvernement. Au nombre de ces raisons, les trois suivantes méritent d'être soulignées de façon particulière. La première, c'est que le projet de loi portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui à l'époque était encore en discussion devant le Parlement, mais qui depuis a été adopté, en son article 92, obligation assumée en matière de réconciliation et de justice transitionnelle. Les parlements encouragent l'état de droit et le respect strict d'une gouvernance constitutionnelle
la justice, l'équité, ainsi que le développement d'une culture démocratique dans notre société, ainsi qu'à l'édification des institutions politiques démocratiques, à savoir un pouvoir législatif, démocratique, des organes exécutifs responsables, un pouvoir législatif, judiciaire indépendant, ainsi que les respects de droits humains. Ils adoptent des lois et sont censés mobiliser les moyens nécessaires à leur application. Un Parlement véritable est le signe pour le peuple que l'ordre démocratique mis à mal par le conflit est en passe d'être restauré et qu'il est raisonnable de faire à nouveau confiance aux institutions publiques du pays, bien que le Parlement reflète souvent les divisions de notre société. Mesdames et messieurs, comment faire face aux séquelles de multiples violations de droits de l'homme? L'objectif de la justice transitionnelle est de gérer les séquelles laissées par les violations d'une manière large et globale, en incluant simultanément toutes les facettes de la justice, pénale, corrective, sociale et économique. C'est ce qui nous attend avant la mise en œuvre des findings du rapport mapping. Réfléchir à la manière dont le recours à des mécanismes de justice transitoire, comme les commissions vérité et réconciliation, les procès, les programmes d'indemnisation et les réformes de la justice peut apporter une réponse satisfaisante. Dans cette œuvre complexe, un défi de taille demeure, celui de la réforme de la justice dans un contexte d'impunité des crimes, de corruption et l'absence d'indépendance réelle de la magistrature. Que peuvent donc faire les leurs dans ce domaine de justice transitionnelle? Le Parlement peut voter des lois, mettre sur pied des commissions d'enquête, interpeller et questionner publiquement des autorités gouvernementales, organiser et animer des forums de dialogue à grand retentissement, organiser au niveau de leurs fiefs respectifs des cas d'échange avec les élus locaux sur la problématique de la réconciliation nationale. La réconciliation devant être pensée et réalisée pour et avec le peuple. Il faut aider le peuple à s'approprier les mécanismes de sa réconciliation. Élaborer un rapport sur les souhaits de la population en ce qui concerne les mécanismes des actions pour la réconciliation. Écouter également d'autres partenaires intéressés sur la question, notamment les organisations de défense des droits de l'homme, les églises et les universités. Associer les femmes aux responsabilités, à la résolution des conflits et aux activités d'instauration de la paix. Sur base de ces données, c'est sur base de ces données que le Parlement préparait un rapport à présenter au gouvernement, lequel servirait de base pour l'élaboration et l'adoption d'une politique pour la réconciliation nationale. Le Parlement veillerait ensuite à ce que les différents mécanismes convenus puissent fonctionner librement en toute indépendance et disposer des moyens matériels, financiers et humains adéquats nécessaires pour la réalisation des missions qui leur sont confiées. Le Parlement sera sûrement amené à débattre de plusieurs questions controversées. La question controversée des amnisties. Juger ou amnistier, les amnisties peuvent-elles aider la société à tourner la page, rapprocher les individus, favorisent-elles l'impunité, promeuvent un esprit de représailles et mettent en cause la primauté du droit? La question de l'indépendance de la justice, qui a d'ailleurs été abordée par mes prédécesseurs. Quelle approche adopter pour ce qui touche aux crimes du génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre? Approche internationale et refus d'amnistie ou approche locale adaptée au contexte national?
Faut-il tenir compte de circonstances, de contexte, des cultures? Quel est le processus adapté? Quel choix alors entre le tribunal international d'un autre type de juridiction nationale? Nous pensons qu'il faut une justice de qualité, compétences techniques de juge, intégrité morale et impartialité. Notre pays a été une affaire des sommets politiques au niveau des partis politiques comme à celui des institutions. Il est temps de changer de logiciel. Chers compatriotes, en prononçant mon allocution, il y a une phrase qui me taraudait l'esprit et je pense que plusieurs Congolais connaissent cette phrase parce que c'est un chanteur populaire, un musicien qui l'a dit. Il a dit « Pepe Kale, Yampanya, Kabasele, notre cause est juste. » Et on finira par gagner, mesdames et messieurs, madame, messieurs, merci beaucoup. Intervenant, un chirurgien gynécologue de renommée internationale. Il est professeur dans plusieurs universités internationales. Docteur honoris causa de plus de 15 universités dans le monde et médecin directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, au Sud-Kivu. En 2018, il reçoit le prix Nobel de la paix aux côtés de la militante Nadia Mourad pour son combat sans faille en faveur de la vérité, la justice et la paix en RDC. Depuis la publication du rapport mapping des Nations Unies en 2010, il milite pour la création d'un tribunal pénal international pour le Congo afin que cesse définitivement l'impunité. Signalons qu'il est aussi vice-président de la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'ECC. Nous citons le docteur Denis Mukwege. Dans le rapport mapping et ses recommandations, il faut en effet que chaque citoyen congolais s'approprie son histoire récente et examine en profondeur les raisons qui ont poussé notre nation à traverser tant de souffrances depuis des décennies. Ce travail de mémoire est non seulement une manière d'honorer les souvenirs de ceux à qui la violence et la barbarie ont fauché trop tôt la vie, mais aussi de reconnaître le mal infligé aux survivantes et de veiller à garantir la non-répétition de ces crimes qui font honte à notre humanité de nous. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour les Congolais de regarder en face cette page si sombre de notre histoire. Le rapport mapping a documenté 617 violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo par une série de partis au conflit armés, notamment les forces du gouvernement congolais, pas moins de 7 armées étrangères et une multitude de groupes rebelles étrangers. Instable, hein? Le bilan annuel de ces atrocités commises à grande échelle est très lourd. Des millions de morts et de déplacés, des centaines de milliers de femmes violées, des villages pillés et brûlés. Aucune famille, aucune communauté, aucune ethnie n'a été épargnée par une barbarie qui a dépassé tout entendement et dont nous avons été les témoins directs à l'hôpital des Panzi depuis plus de 20 ans. Il était nécessaire que les Nations Unies fassent ce travail d'inventaire et je salue le travail des experts onusiens qui ont enquêté et rédigé le rapport mapping, mais aussi Madame Louise Arba pour avoir initié le projet et Madame Navi Pilé d'avoir une
1er octobre 2010, et ceci malgré toutes les pressions diplomatiques qu'elle a subies pour l'enterrer avant même sa publication, notamment par le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames et messieurs, en ce 1er octobre 2020, nous ne pouvons qu'être indignés par le fait que le travail de justice sur ces chapitres si tragiques de notre histoire n'a pas été encore commencé. Face à la gravité et à l'ampleur de ces crimes, les autorités congolaises et la communauté internationale ont l'obligation morale et juridique d'établir les responsabilités et de garantir aux victimes et aux survivantes leur droit à la justice, à la vérité, à des réparations et à des garanties de non-répétition, conformément bien sûr aux recommandations formulées dans le rapport MAPI. Cet impératif de justice est d'autant plus criant lorsqu'on réalise que l'impunité dont jouissent les auteurs et les instigateurs des abus et des exactions commises sur les populations civiles constitue l'une des raisons principales qui expliquent que ces crimes se poursuivent jusqu'aujourd'hui, presque chaque jour, dans les provinces de l'Est de notre pays. C'est le thème de ces panels, la nécessité de la justice transitionnelle pour une paix durable. Il n'y aura pas de paix durable sans justice. La lutte contre l'impunité dont bénéficient les auteurs et les commanditaires de ces crimes les plus graves, répertoriés dans le rapport MAPI, représente un prérequis indispensable pour briser le cycle de violence et de l'instabilité et une condition sine qua non pour avancer sur le chemin d'un développement et d'une paix durable. Telle est la raison pour laquelle nous exhortons les autorités congolaises et la communauté internationale à sortir de leur procrastination face à la nécessité d'exploiter tous les outils de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. 10 ans après la publication du rapport MAPI, l'heure n'est plus à l'attente, mais plutôt à l'action. Mesdames et messieurs, on ne construit pas la paix avec des bourreaux en uniforme qui intimident chaque jour les victimes. Les différentes tentatives d'établir la paix en République démocratique du Congo portaient toutes en elles les germes de nouveaux conflits en privilégiant des solutions politiques à court terme sur des perspectives durables. La justice a été sacrifiée sur l'autel de la paix et la discipline a été intégrée dans les forces de sécurité et de défense en accordant des promotions à ce qui devraient répondre de leurs actes devant la justice nationale ou internationale. Les résultats et les équipes sont censés protéger la population et les territoires nationaux. L'armée, la police, les services de renseignement constituent en réalité une source de menaces pour la population et pour le pays. Et sont les auteurs du chaos organisé pour piller les ressources minières et naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les mesures les plus urgentes préconisées par le rapport MAPI, il y a donc des réformes institutionnelles et l'assainissement de nos institutions. Il faut d'abord et avant tout mettre à l'écart de leur position de pouvoir tous les agents de l'État, en particulier ceux de l'armée, des services de sécurité, de la police, des services de renseignement et du corps judiciaire qui ont été impliqués personnellement dans des violations graves des droits de l'homme et du droit international
et parfois même des mensonges au sujet de ces crimes de masse dont les femmes et les enfants sont les principales victimes. Le droit à la vérité est un droit humain qui appartient avant tout aux survivantes et à leurs familles, mais aussi fondamental dans l'intérêt de toute la société. L'établissement des mécanismes de recherche de la vérité est primordial pour promouvoir une existence pacifique et une réconciliation durable dans la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Nous aspirons à ce que cette page tragique de notre histoire moderne, décrite notamment dans le rapport Mapping, fera bientôt partie intégrante des programmes scolaires de nos enfants pour qu'ils ne se voient pas privés de la mémoire de leurs parents et donc de leur identité et puissent construire ensemble le lendemain meilleur. Vu le nombre de victimes et des communautés affectées par des décennies de violence, il sera aussi nécessaire pour l'État congolais de mobiliser une réelle volonté politique en vue d'établir un fonds national de réparation pour les victimes des crimes les plus graves avec le soutien de la communauté internationale. Ces réparations pourront être sous forme diverses et être matérielles ou symboliques, alors que certains mécanismes de réparation pourraient nécessiter de gros budgets, d'autres pourraient être gratuits et immédiats, à l'instar par exemple des excuses publiques et officielles du chef de l'État au nom de la nation à toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles commises par les forces de sécurité congolaises. Mesdames et messieurs, notre vision de la justice n'est pas celle allumée par l'esprit de vengeance, mais la société a besoin de repères, de faire une distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est autorisé et interdit. C'est le rôle de la justice. Et pour les crimes les plus graves, il faut que les auteurs et les commanditaires des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo répondent de leurs actes devant les juridictions impartiales et indépendantes. Telle est la raison pour laquelle nous soutenons la recommandation ici du rapport Mapping d'établir des chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises où des magistrats et des juges congolais siégeraient aux côtés de leurs homologues internationaux pour rendre justice aux victimes et contribuer au renforcement des capacités des organes congolais de poursuite et de jugement. Enfin, nous plaidons également pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo pour le plus gros poisson. D'une part, car la Cour pénale internationale n'est compétente que pour les crimes commis après juillet 2002. Et d'autre part, car il faut tenir compte de la dimension régionale du conflit en République démocratique du Congo, où des armées étrangères, un grand nombre de groupes rebelles, appuyés par des pays voisins, sont intervenus sur le territoire congolais et doivent aussi être tenus responsables de leurs exactions. Nous plaidons donc pour une intervention du Conseil de sécurité sur base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour établir un tribunal pénal international ad hoc pour la République démocratique du Congo, ce qui créerait le cadre nécessaire pour que tous les États soient obligés de coopérer pleinement avec cette instance de poursuite et de jugement des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo par des Congolais ou par des ressortissants étrangers. Que ce soit pour l'établissement des chambres spécialisées mixtes ou d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, nous préconisons que sa compétence temporelle devrait s'étendre du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, car les crimes continuent. Mesdames et messieurs, nous sommes encouragés par la récente communication du président de la République démocratique du Congo qui a instruit le gouvernement congolais de mettre le dossier de la justice transitionnelle à son agenda du Conseil des ministres en date du 7 août 2020. Dans la foulée, nous proposons que le chef
souhaitez clôturer ces assises. Professeur. Merci beaucoup, M. Giglio, pour ce temps de panel. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous remercions infiniment nos panélistes, tous ceux qui ont alimenté les débats, tous les participants et notamment vous qui êtes encore là jusque maintenant. Nous voici arrivés au moment du mot de lancement de la campagne nationale de sensibilisation de plaidoyer. Et pour cela, je vais inviter le révérend Éric Sénat. Merci beaucoup. Nous aimerions sincèrement vous remercier pour votre patience. Certains étaient là depuis 8 heures, et vous avez tenu. Nous disons merci à tous les partenaires de la société civile, confessionnelle et non confessionnelle. J'aimerais peut-être insister sur le fait qu'immédiatement après ces lancements, nous allons nous mettre au travail. C'est un travail technique qui va commencer parce que nous avons déjà l'ébauche du projet de 3 ans de sensibilisation et plaidoyer, comme il est dit. Nous avons reçu beaucoup de recommandations pour sortir de son intervention. Le représentant du gouvernement a beaucoup insisté sur les résolutions de ces assises. Et vous savez comme moi qu'il y a déjà un projet de décret. Donc il y a bien des choses que nous allons faire avec les partenaires. C'est un combat commun. Nous allons y travailler sérieusement. Merci au conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour son accompagnement. Parce qu'après ici, la sensibilisation c'est au niveau national. Donc nous serons sur terrain. Comme je l'ai dit, les docteurs prix Nobel l'ont encore répété. Nous allons aller dans le système éducatif, nous allons traduire ces rapports résumés, nous allons enseigner, et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a pris l'engagement de nous accompagner. Nous remercions également nos partenaires, spécifiquement l'ambassade suisse qui nous accompagne, l'ambassade Suède également, et les autres partenaires. Donc vous serez informés de la suite des événements. Donc après ici, c'est le travail qui commence. Un travail de titan, un travail professionnel, et les amis de la presse, vous serez avec nous parce qu'il s'agit bien de la sensibilisation, tant de manière scientifique, mais aussi de manière classique, parce que nous irons jusqu'à une catéchèse spécifique. Deuxième information, c'est que nous allons, après ces lancements, je crois que c'est notre va le dire, nous allons rester un petit moment pour partager quelque chose. Alors, ceci dit, nous allons d'abord nous tenir debout 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes qui sont tombées sous... Écoutez-moi, prenons le plus béni dans la paix pour que leur nom, car la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Anthony, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous légons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous laissons la place au protocole pour les cocktails. Merci. Oui, vous pouvez rester sur les escaliers, vous allez trouver les
livres, notamment les livres du professeur Luzono Bandi, Traité des droits judiciaires, mais aussi les livres de M. Serge Akaya, Droit à réparation des victimes des... Timere la mano come la mano, pongo la mano,